Oui, ben, c'était de resituer l'ensemble de la droite à partir de son incarnation première, véritablement avec Manning. Lorsque Ernest Manning prend la direction du Crédit social, donc au début des années 40, on s'aperçoit que là, il y a vraiment, le Crédit social prend vraiment une orientation de droite. Et ce qu'il y avait auparavant, disons, dans la culture politique albertaine, c'était pas nécessairement une droite telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de partir de Manning jusqu'à Stephen Harper pour montrer que il existe une droite albertaine, mais une droite albertaine, et ça je le montre dans le livre aussi, qui n'est pas unique ou univoque, et donc il y a plusieurs dimensions, plusieurs figures. Et surtout quand on voit ça du Québec ou d'ailleurs, même, on pense qu'il y a juste une droite, mais en fait, il y a plusieurs droites. Mais en même temps, si on veut prendre comme la droite comme une grande famille, ben, tout ce beau monde-là appartient à la même famille, d'une certaine façon, celle de la droite albertaine. Donc c'est un livre qui est écrit, j'imagine, en particulier pour les Québécois. Oui, en particulier pour les Québécois, bon, évidemment. Donc pourquoi est-ce qu'il faut surveiller la droite en Alberta du point de vue du Québec? Du point de vue du Québec, bon, on l'a vu avec la dernière élection fédérale en 2011. Je pense que c'est peut-être une élection qui va passer à l'histoire de la politique canadienne comme étant une élection pivot, un tournant dans la politique canadienne pour plusieurs raisons. Le fait d'abord que les conservateurs reviennent majoritaires au pouvoir, donc en 2006-2008, toujours minoritaires, mais là, ils reviennent au pouvoir, et ils reviennent au pouvoir sans le Québec. Ça, c'est un fait important. Ils reviennent au pouvoir sans le Québec, mais aussi en créant une sorte d'alliance avec l'Ontario. Donc, c'est la reconstitution du camp conservateur qui s'était complètement émietté suite à l'élection de Brian Mulroney. Mais un camp conservateur qui est différent de celui de Mulroney parce que l'apport réformiste est très grand. Donc, ça fait en sorte que là, on a un nouveau parti conservateur qui est organisé différemment des conservateurs d'antan. La dimension des rectories, on voit, après, a été mise de côté. Elle est encore présente, mais elle a été mise de côté. En même temps, c'est pas simplement les réformistes maintenant qui sont au pouvoir, parce que précisément, il y a des conservateurs de l'Ontario. Et c'est le fait aussi que c'est toute l'industrie des sables bitumineux qui a pris une place prépondérante sur la scène politique canadienne. Des fois, bon, je dis que c'est le moteur, au sens strict du terme, les sables bitumineux ne sont pas le moteur de l'économie politique canadienne dans la mesure où l'économie ontarienne est encore la plus imposante. Mais d'un autre côté, on voit très bien que les questions politiques les questions qui permettent de déterminer, par exemple, où on se situe sur l'axe gauche-droite aujourd'hui, tournent autour de la question énergétique, tournent autour du pétrole, et que l'Alberta a, de ce fait, pris une importance vraiment importante dans la dernière décennie. Les conservateurs de Stephen Harper ne venant d'une certaine façon qu'incarner ce nouveau dynamisme de l'Ouest canadien en général. Et puis, par rapport au fait que vous dites que l'Alberta est mal connue du public québécois, la question que j'avais envie de vous demander, c'est est-ce que vous informez le public québécois ou les chercheurs québécois parce que c'est important pour, disons, se protéger, c'est important de comprendre pour mieux. Est-ce que c'est un peu l'idée derrière ce livre-là ou? Protéger, je sais pas, certainement mieux comprendre la droite albertaine pour être mieux en mesure de réagir. Donc, je pense que pour le Québec, maintenant, il y a des décisions qui doivent être prises par les élites politiques québécoises. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette nouvelle configuration politique? Est-ce qu'on essaie de ressusciter le Parti libéral du Canada avec Justin Trudeau? Donc, est-ce qu'on essaie de créer des alliances avec eux? Ou alors, est-ce qu'on reste du côté des néo-démocrates et de Thomas Mulcair? Est-ce qu'on n'essaie pas plutôt de reconstituer une aile conservatrice québécoise? Ça, je veux dire, c'est des questions qui appartiennent aux élites politiques québécoises d'une certaine façon. Ou alors, on se retire complètement de l'ensemble canadien et on laisse aller les choses. Donc, la question qui se pose pour le Québec, c'est, d'une certaine façon, comment avoir une voix et un poids important à Ottawa, parce qu'il est clair que présentement, le poids du Québec, le poids politique du Québec est en régression. Donc, je pense que les Québécois doivent, à un moment donné, prendre des décisions. Ça,
moi, le livre fait simplement me dire, regardez, quelle est la dynamique politique canadienne aujourd'hui. Parce que je pense que suite à l'élection de 2006, on avait cru que les conservateurs étaient arrivés au pouvoir, mais un peu par accident. Par accident, c'est-à-dire que c'était une désaffection passagère à l'égard des libéraux. Bon, il y a eu le scandale des commandites. On les punit pour une élection. Ça a été reconduit en 2008, mais c'est comme si on pensait qu'on allait revenir dans le même jeu politique traditionnel, le Québec versus Ottawa. Or, on s'aperçoit que maintenant, non, ce n'est plus ça. Il y a des nouvelles questions à l'agenda politique et il faut en prendre compte pour être en mesure d'avoir les bonnes stratégies politiques, à la fois pour se protéger, pour réagir ou pour être proactif aussi, pour peser sur la politique nationale. Et là, présentement, on voit que le Québec n'a pas une très grande voix. Et puis donc, est-ce que vous diriez que vous écrivez ce livre-là du point de vue d'un Québécois ou du point de vue d'un Albertain? Ça, c'est une bonne question. Du point de vue d'un Québécois, avant tout, d'une certaine façon, parce que... Mais un Québécois qui est quand même devenu un Albertain d'adoption depuis un certain nombre d'années. Je pense que je l'ai écrit, disons, mon point de vue principal, c'est celui d'un politologue qui s'intéresse à la politique canadienne et qui veut essayer de montrer au public qui est intéressé par ça, évidemment, de montrer quelles sont les évolutions qui sont survenues ces dernières années et qui font que la scène politique canadienne n'est plus celle d'il y a 20 ans. Et que des débats, par exemple, autour de la Constitution, aujourd'hui, sont comme un peu anachroniques et que c'est les questions autour de l'environnement, les questions autour de l'exploitation des centres bitumineux qui ont pris l'avant-plan et donc qui ont propulsé l'Ouest aussi à l'avant-plan de la scène politique. Ça, j'essaie de le montrer dans le chapitre 5 lorsque je parle des sables bitumineux, comment l'Alberta est devenu, et plus négativement que positivement, une province qui est regardée à l'extérieur des frontières canadiennes aux États-Unis, en Europe aussi. L'exploitation des sables bitumineux est devenue une sorte de point focal où les environnementalistes et les pro-industrie se retrouvent. Aussi dans l'autre sens, jusqu'à quel point on peut dire que l'Alberta mène un peu, disons, la politique internationale du Canada sur certains aspects en tout cas. On ne peut pas dire que l'Alberta mène directement la politique internationale, mais c'est le fait qu'elle conditionne cette politique internationale. On l'a vu, par exemple, lorsque le Canada s'est retiré de l'accord de Kyoto. On l'a vu, pas autant qu'on le pensait, mais on le voit du côté des États-Unis, c'est-à-dire que lors de l'élection présidentielle qui est survenue l'automne dernier, ça aurait pu être encore plus important, cette question-là. Mais les questions énergétiques ayant une telle importance aujourd'hui sur la scène politique internationale, ça fait aussi que l'Alberta mène malgré elle, d'une certaine façon, la politique. Donc le mot mener est peut-être mal choisi, ce serait plutôt conditionne certaines décisions du gouvernement conservateur. Stephen Harper, qui très rapidement avait dit aux États-Unis que le Canada est en train de devenir une puissance, une superpuissance énergétique, bon, il disait en devenir, mais c'est vraiment un peu l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement conservateur essaie de créer, disons, un espace économique qui va être favorable à l'exploitation des sables bitumineux. Et par le fait même, les autres provinces, des fois, sont un peu à la traîne. Mais là, justement, par rapport à la question de Keystone XL, on dirait que Alison Redford essaie d'intervenir directement et puis par la propagande dans les journaux, etc., directement auprès du public aussi américain, mais aussi l'opposition, donc Thomas Mulcair, lui répond directement. Donc il y a comme une dynamique qui est presque en marge de Stephen Harper de ce point de vue-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'observe. Ça, c'est vrai que vous avez raison de mentionner ça. C'est que pour le moment, le gouvernement fédéral n'a pas semblé vouloir prendre une direction plus grande sur la scène politique canadienne en cette matière. Par exemple, on le sait, M. Harper ne rencontre pas souvent les provinces. Bon, il y a des rencontres individuelles entre les ministres et des choses comme ça, mais les rencontres interprovinciales où le premier ministre jouera un rôle plus grand avec les autres
premier ministre des provinces. On ne voit presque plus ça. Et c'est là peut-être que du côté du gouvernement conservateur, il y a eu un manque, c'est-à-dire de prendre une direction plus grande et de s'impliquer davantage sur la scène politique canadienne lorsque, par exemple, Mme Redford a évoqué sa stratégie canadienne, pan-canadienne en matière d'énergie. Or, là, Stephen Harper, au lieu de dire « oui, ça peut être une option intéressante, une avenue intéressante, et donc essayons de réunir les provinces pour en discuter », a simplement dit « ah, ben, je sais pas qu'est-ce que Mme Redford veut dire par ça », puis il n'a pas semblé vouloir en savoir beaucoup plus, comme je le dis dans le livre. Et présentement, on a l'impression qu'on est encore dans cette optique-là où M. Harper est en retrait. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, mais un rôle plus mineur d'une certaine façon.